Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV. Bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque semaine, donc, nous allons analyser les faits saillants et en marquer l'actualité politique de la semaine. Au milieu donc de ce numéro, nous allons aborder le processus électoral. Le prétexte, c'est tout simplement ce climat de suspicion entre l'opposition et le pouvoir. Une suspicion qui porte essentiellement sur le fichier électoral. D'ailleurs, ce qui a valu hier à l'opposition de descendre dans la rue pour exiger le véritable fichier parce qu'estime-t-elle, le fichier qu'on leur a montré pour l'auditer, pour en tout cas essayer de voir si effectivement ce fichier est le bon. Il présente tout simplement comme étant un mauvais fichier qu'on a présenté, en tout cas qu'on a présenté aux experts de l'opposition. C'est pourquoi donc hier, ce jeudi, ils sont descendus en masse dans la rue pour exiger des élections paisibles, transparentes et surtout que le ministre de l'Intérieur n'organise pas ces élections-là. Alors nous allons également parler donc de cette modification des codes des télécommunications, une modification suspecte selon l'opposition car elle estime tout simplement que le pouvoir cherche en tout cas à frauder, ou bien le soir du 24 février 2019, que l'opinion n'ait pas accès à Internet ou bien ne puisse pas en tout cas suivre à temps réel ce qui se passe dans le pays. Et nous allons finir cette émission avec donc ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Le prétexte aussi ici, c'est tout simplement ce qu'on a vécu il y a quelques jours avec des députés qui se tapent dessus comme à la bonne fontaine. Pour parler de toute cette actualité, nous avons le plaisir de recevoir ce plateau deux responsables politiques. L'un, c'est M. Amadou Clédor-Sène. Il est le leader du mouvement Claire Vision, un mouvement qui s'active donc dans le développement et dans l'éveil des consciences, mais aussi dans la politique, puisque M. Clédor-Sène est membre donc du Front de résistance nationale. M. Sène, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Avec vous, ce plateau, nous avons aussi le plaisir de recevoir un autre homme politique. Il s'agit de M. Bouna Kanté. Il est membre donc du réseau de la diaspora républicaine, membre du PREI. Le PREI, c'est Pardon, Réconciliation, Émergence et Travail. Il est donc membre aussi de l'Alliance pour la République. M. Kanté, bonsoir. Bonsoir. Alors, je commence par vous, M. Kanté. Hier, l'opposition est descendue en masse dans la rue pour exiger des élections transparentes, en tout cas un package de doléances. Alors, on leur a permis hier quand même de dérouler en toute tranquillité, sans lacrymogène. N'est-ce pas ce qu'on devait toujours voir au lieu, en tout cas, d'interdire cette opposition de marcher? Mais cela prouve que le Sénégal est un État démocratique parce qu'ils ont sollicité l'autorisation pour avoir le droit de marcher, d'exercer un droit qui est garanti par la Constitution. Et quand c'est fait dans les règles, on voit que ça se passe très très bien. Et je profite pour emboîter le pas que c'est la démarche que l'opposition doit ériger comme règle, demander les autorisations. Si on vous les donne, vous avez le droit de marcher. Si vous n'avez pas cette autorisation, par conséquent... Mais l'opposition a toujours déposé des demandes de marche en temps réel. Absolument, mais il faut savoir que c'est un droit qu'on ne peut pas utiliser n'importe quand, n'importe comment, parce que ce droit de marche aussi ne doit pas empêcher aux citoyens de vaquer librement à leurs... Parce que quand on organise des marches, il faut assurer la sécurité, etc. Et ce sont des prérogatives de l'État. Par conséquent, si c'est fait dans les règles, je vois que l'État a donné suite, et ça, c'est de bonne suite c'est de bonne augure pour la suite. Ça devrait être la règle quand même. Ça devrait être la règle, et c'est ce qui a été fait. Donc hier, vous avez vu que l'opposition a marché, ça a été encadré par les forces de police, ça s'est très très bien passé. Et on les invite à aller dans ce sens-là pour apaiser le climat social. Alors, M. Amadou Clédor-Sène, hier vous étiez à la place de l'Obélisque pour marcher? Tout à fait. Donc hier vous avez montré quand même que vous pouviez marcher et que voilà, vous avez déposé une autorisation, on vous a permis de dérouler en toute tranquillité. Oui, tout à fait. Permettez-moi à l'entame de mon propos de saluer M. Kanté qui a bien voulu accepter d'être mon co-débatteur. Et ensuite de rectifier parce que nous sommes soumis pour les marches juste à la déclaration. On est au régime de la déclaration et non de l'autorisation, comme vous le dites. Donc, c'est vrai, c'est à saluer que suite soit donnée à cette déclaration de manifestation. Et ça devrait être la règle. Et on constate que chaque fois que les manifestations sont autorisées, elles se déroulent de façon tout à fait responsable et civiquement s'entend et apaisée. Donc c'est une tendance qui est à encourager et il ne devrait pas y avoir d'exception. Mais est-ce que là, parce que hier on a entendu un responsable de l'opposition, en tout cas du Front National de Résistance, dire que désormais ce sera tous les vendredis. Est-ce que là vous n'allez pas exagérer quand même? Mais non, parce que c'est le climat politique qui donne le tempo des expressions. Parce que la marche est une forme d'expression parmi d'autres.
il y a les communications, il y a la marche, il y a les meetings, il y a toutes sortes de manifestations. Ce qui a amené les acteurs du pouvoir et de l'opposition à ce point, c'est une mésentente qui découle d'une mauvaise volonté du pouvoir de rendre transparentes les élections à venir, le processus électoral. Parce que pour accéder à un fichier électoral, mais on n'aurait pas dû nous battre, nous mobiliser autant, ébaucher tant d'énergie, rien que pour l'exercice d'un droit qui est consigné dans le code électoral et qui est reconnu aux partis politiques légalement constitués. C'est un recul de 30 ans qu'on en arrive à revendiquer par la rue quelque chose que le droit nous donne. Et c'est ça le problème. Donc, si les manifestations deviennent de plus en plus nombreuses, c'est du fait du braquage du régime qui ne veut pas ouvrir le fichier à l'opposition. Vous aussi, vous êtes braqué au niveau de l'opposition. Mais tout à fait. C'est une conséquence, c'est une réaction à cette tentative d'opacification du jeu politique que l'opposition tente de conquérir par le rapport de force ce qu'elle ne peut pas acquérir par le droit. Parce que c'est consacré par l'article L48 du Code électoral que nous invoquons. Donc, on y reviendra dans le fond. On y revient dans le fond. Alors, M. Kanté, est-ce que vous trouvez normal qu'à quelques deux ou trois mois des élections, qu'il se passe une sorte de dialogue de sourds entre l'opposition et le pouvoir? Alors, surtout sur des questions aussi essentielles que le fichier électoral. Alors, s'il y a un dialogue de sourds, je dirais bien que ça émane de l'opposition. Parce que le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a souvent invité l'opposition vers un dialogue. Donc aujourd'hui, on sait que c'est une opposition qui veut dialoguer et veut vraiment exister par la rue. Et dans un État organisé, dans un État démocratique, de tels actes ne peuvent prospérer. Donc là, si vous dites qu'il faut accéder au fichier, c'est un droit élémentaire, je me permettrai quand même de rebondir et de dire que je récuse cette façon de voir les choses. Tout simplement parce que le code électoral est clair à l'article L11 qui prévoit clairement que le fichier est disponible 15 jours avant, mais aux candidats. Et aujourd'hui, dans le cadre du parrainage, ce sont des candidats à la candidature. Par conséquent, on ne peut pas nous imputer le fait de ne pas remettre le fichier ou pas. On ne fait que respecter le code électoral. Et vous êtes les premiers à demander de la transparence, à demander le respect du code électoral. Donc c'est une disposition qui est inscrite dans le code électoral. Par conséquent, on ne peut pas accepter de règles dérogatoires. Toutefois, il y a eu des ouvertures pour permettre à l'opposition de pouvoir consulter quelques informations liées au fichier. Et pourquoi on dit qu'on ne peut pas vous laisser la possibilité de disposer librement de ce fichier? Parce que nous avons des dispositions personnelles dans le fichier, notamment le numéro de la carte d'identité. Et qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui que ce n'est pas utilisé à d'autres fins? Donc un État souverain doit préserver aussi la sécurité des données qui sont contenues dans le fichier. Même pour des raisons de transparence, ne faudrait-il pas faire des concessions quand même pour permettre aux experts de l'opposition d'accéder effectivement à ces numéros de la carte d'identité? Parce que comme vous le savez, vous avez évoqué le parrainage et le numéro de la carte d'identité est très important dans le cadre du parrainage. Vous savez, j'entends des griefs partout. Aujourd'hui, au Sénégal, on ne peut plus voler les élections, on ne peut plus frauder. Ça, c'est la ritournelle de la paix. Non, parce que j'ai des arguments et je vais en venir. Pourquoi je dis qu'aujourd'hui, on ne peut plus frauder? Parce que ce même fichier a été audité par l'Union européenne. Ce sont des tiers indépendants qui n'ont rien à voir avec le processus. Donc, ils estiment que le fichier, aujourd'hui, contient toutes les garanties pour organiser de bonnes conditions, les élections dans de bonnes conditions. Par conséquent, je sais que ce sont des allégations plus ou moins fallacieuses de l'opposition pour éviter d'aller aux élections. Après, quand vous sollicitez une déclaration pour marcher, effectivement, et parfois, c'est vrai que cette déclaration n'est pas soumise à autorisation, on déclare, on marche. Je suis tout à fait d'accord. Mais une marche doit être encadrée. Et l'opposition, aujourd'hui, le seul leitmotiv, c'est de déstabiliser le pays. Essayer de trouver des soubresauts, des artifices pour ne pas aller aux élections. Parce que nous savons qu'il y a des leaders de l'opposition qui ne peuvent pas aujourd'hui
se présenter. Pourquoi? Parce qu'il y a un cadre légal qui est bien défini. Un cadre qui est défini. Bon, à ce moment-là, je ne vais pas trop aller en besogne. Au Sénégal, nous avons le Conseil constitutionnel qui est l'organe suprême pour voir la validité des candidats ou pas, des candidatures. Mais au vu des éléments que nous avons, nous savons pertinemment que l'opposition ne veut pas qu'on organise des élections transparentes. L'opposition est dans les joutes verbales, dans la déstabilisation et à différer des opinions fausses pour essayer de porter atteinte à la transparence du processus électoral et imputer la responsabilité sur le président de la République qui a toujours invité l'opposition au dialogue. Alors, M. Sène, est-ce que vous n'allez pas, par exemple, vous contenter de ce que vous donne le pouvoir pour qu'on puisse avancer? Vous savez, nous, notre problème avec le pouvoir, c'est cette dérive autoritariste. Parce que dans son propos, M. Kanté dit, on ne peut pas permettre, on ne peut pas ceci, alors qu'il s'agit de la loi. Et je crois que ce n'est pas intellectuellement très honnête d'invoquer l'article 11 du Code électoral. Parce que ce n'est pas l'article qui est visé, parce que cet article a été utilisé malhonnêtement et exprès par le ministre de l'Intérieur pour semer la confusion au sein de l'opinion, tendant à la faire croire que, contrairement à ce que vous dites, que c'est dans 15 jours avant les élections que les partis d'opposition, les candidats peuvent disposer du fichier électoral. La loi dit 15 jours au moins, mais là il s'agit des candidats déjà retenus par le Conseil constitutionnel. Donc, parce qu'ils doivent avoir le fichier circonscription par circonscription pour que leur mandant dans les bureaux de vote puisse avoir une grille de lecture sur le processus électoral. Ça, c'est la loi. Ça, on part aux élections à 15 jours. Nous, ce que nous invoquons, c'est le contrôle du fichier électoral et de la tenue du fichier électoral, comme le stipule l'article L48 qui est assez clair. Qu'est-ce que vous entendez par la tenue et le contrôle du fichier? L'article L48 dispose clairement que la Sénat et les partis politiques légalement constitués ont le droit de regard et de contrôle sur la tenue, on a bien dit sur la tenue du fichier électoral. Et quand on le dit, c'est le fichier général qui est visé. La loi poursuit, le fichier général est composé de deux fichiers, celui des Sénégalais résidant sur le territoire national, composé de civils, de militaires et de paramilitaires, et le fichier des Sénégalais de l'extérieur. Donc on vise le fichier général, qui n'a pas la même nomenclature que l'interface qu'on nous a servi dans les locaux de la DAF. Donc c'est ça un peu l'arnaque. Dire aux populations que l'opposition doit disposer du fichier 15 jours au moins avant, étant entendu que 15 jours au moins avant peut reculer jusqu'à 6 mois, nous on invoque le L48 qui dit que nous avons le droit de regard et de contrôle sur la tenue même du fichier, sur la tenue même du fichier. Et la loi poursuit, un décret est chargé d'organiser les conditions de supervision de ce fichier. Et ce décret n'a pas été visé. Ce n'est pas comme ça qu'on écrit une loi. Un décret, il doit être cité. On donne le numéro et la date. On n'a point donné ni de numéro ni de la date et ce décret, il n'existe pas. Personne ne l'a vu. M. Kanté ne l'a pas vu. Personne ne peut dire l'avoir vu. Parce que la différence entre l'opposition de maintenant et l'opposition des années 88, c'est qu'à l'époque, les Ablaye Wade, les Ablaye Bathily n'avaient jamais accédé à l'État, à des stations d'État, n'étaient jamais rentrés dans un gouvernement. L'opposition actuelle renferme en son sein des gens qui ont eu 40 ans de gestion du pouvoir, les khalifistes, les socialistes, et des gens qui ont eu 12 ans de gestion du pouvoir. Idriss Seck a été Premier ministre, Abdoul Mbaye a été Premier ministre, le Cheikh Bamba Dièye a été ministre. Tous, ils ont eu à gérer l'État. Donc, ce n'est pas un Ali Ngouille Ndiaye qui est entré en politique en 2012 qui peut les rouler dans la farine. Donc, nous, à notre niveau, c'est clair. Ça l'est moins au niveau de l'opinion, c'est une question de communication. Donc, même le fait de n'avoir pas visé spécifiquement le décret portant organisation de ce contrôle est source d'une mauvaise volonté. Et en logistique, c'est-à-dire la technique rédactionnelle propre aux lois, on ne laisse pas de place à l'interprétation. C'est de la médiocrité. Donc nous, c'est un droit que nous tirons de la loi et qu'on ne veut pas appliquer.
Et on va marcher pour obtenir l'application de ce droit. Donc je suis désolé, ce n'est pas l'article 11 que nous visons, mais l'article L48 qui dispose que les partis politiques et la Sénat ont le droit de regard et de contrôle sur la tenue du fichier. Mais M. Sen, reconnaissez quand même qu'on ne peut pas vous donner ces fichiers, comme le dit le ministre de l'Intérieur, parce que, en fait, le ministre de l'Intérieur ne reconnaît pas le front de résistance nationale. Il vous l'a dit. Mais d'accord. Oui, parce que moi, je ne dis pas le front, je dis il y avait combien de candidats déclarés? Il y avait peut-être une centaine de candidats déclarés. Non, on ne peut pas laisser cet objet aussi précieux. Mais Georges, oui. La loi ne vise pas les candidats déclarés. La loi vise les partis politiques légalement constitués. La loi est claire. Vous êtes en train de me dire, est-ce qu'on peut appliquer la loi? Parce que lui me dit, on ne peut pas vous donner, on ne peut pas vous donner. Alors que c'est la loi qui le stipule. Ce n'est pas de sa volonté ou de leur volonté que ça doit pouvoir dépendre. C'est la loi, il faut l'appliquer. Dura lex, sed lex, c'est ça qu'on dit. Donc, nous, c'est notre droit, c'est pour ça que nous usons de tous les moyens possibles pour obtenir l'application de ce droit à un regard et un contrôle sur la tenue du fichier électoral. Vous dites que vous allez user de tous les moyens, c'est pourquoi donc au niveau du camp du pouvoir, ils vous accusent de vouloir déstabiliser le pays. Si cette conquête pour l'application d'un droit peut aboutir à des troubles, je crois que le premier responsable, c'est celui qui fait obstacle au droit. Parce que nous ne disons pas que le président dégage du palais. On dit on veut accéder au fichier électoral. Et puis ce n'est pas pour rien qu'on le dit. Parce que ceux qui demandent le fichier électoral, ils ont un fichier avec eux, d'où ils peuvent lire beaucoup de choses. On a constaté que de 2017 à 2018, il y a eu une augmentation sur la taille du fichier de plus de 500 000 électeurs. Et 500 000 voix sont suffisantes pour faire basculer les résultats d'une élection. Nous savons par ailleurs que dans les zones frontalières de la Mauritanie, du Mali et de Guinée-Bissau, beaucoup de naturalisations ont été effectuées et le fichier a été gonflé à ces niveaux-là. Nous savons également que des mouvements dans le commandement territorial ont eu lieu dans toutes ces zones frontalières il y a quelques mois et la presse s'en était fait l'écho. Donc nous savons bien ce que nous demandons, nous savons bien ce que nous cherchons et nous avons un outil de comparaison. On attend qu'il nous donne le fichier sur lequel il s'appuie pour corroborer ce que nous soupçonnons, c'est-à-dire un gonflement artificiel du stock électoral dans les pays frontaliers, dans les zones frontalières plutôt, pour fausser le résultat du scrutin. Et ça, c'est une méthode parmi d'autres. Donc nous, on sait bien ce qu'on veut, on sait bien ce qu'on cherche, et c'est la loi qui nous le demande. Donc, mais de quoi ont-ils peur? Qu'est-ce qu'ils cachent aux partis politiques légalement constitués? Qu'est-ce qu'ils veulent cacher? Il dit tantôt, on ne peut pas leur donner le numéro de la carte d'identité. Il s'agit même du numéro de la carte CEDEAO, qui, disent-ils, est un discriminant. Mais c'est une rubrique qui est renseignée dans l'inscription aux élections. On exige la carte d'électeur. Pourquoi les gens du PDS se battent? Parce que M. Karim Wade n'est pas inscrit. Parce qu'il n'a pas de carte d'identité CEDEAO. Parce que c'est exigé par le nouveau code électoral. Donc eux, ils se sont taillés un processus sur mesure. Il disait tantôt le Conseil constitutionnel va définir la liste de ceux qui seront candidats. Il en a l'exclusivité. Mais on a mis tout un dispositif pour verrouiller les élections et déclarer les résultats qu'ils veulent. Parce que même sur le plan juridique, le juge Djemba Kandji, qui est le premier président de la Cour d'appel, et par conséquent le président de la Commission nationale de recensement des votes, et à ce titre, il proclame les résultats provisoires. Il devait partir à la retraite à 65 ans. On lui a fait plus 3 ans. Ça coïncide en 2019. Il proclame les résultats provisoires. Le président du Conseil constitutionnel est dans la même logique. Il devait partir à la retraite. On lui augmente 3 ans. Il est président du Conseil constitutionnel. Il y a une autre dame, Mme Bousso-Diaw, qui est aussi dans les mêmes circonstances. Donc ils ont tout fait. Le président de la Sénat également. Le président de la Sénat et d'autres qui sont à la retraite, même à la DAF, le directeur de la DAF, il est à la retraite. Donc ce sont ces retraités-là que nous soupçonnons d'être en mission commandée pour produire des résultats fabriqués à l'avance qui ne reflèteront pas la réalité électorale. Justement, alors M. Kanté, avec tout cela, toutes les explications qu'a fournies tout à l'heure M. Clédor Sène, alors
Avant-hier, vous avez entendu le ministre de l'Intérieur qui semblait même tenir un discours qu'on peut assimiler à de la provocation, parce que sur toutes les demandes de l'opposition, il les a jetées sur la touche, notamment le refus de l'opposition de voir les élections être organisées par M. Aly Ngouille Ndiaye. Il a dit en tout cas, quoi qu'il en soit, il est là, jusqu'à l'heure où il parle, il sera l'organisateur des élections. Est-ce que ce genre de discours-là n'est pas une sorte de provocation? Pas du tout. Pas du tout. Parce que le ministre de l'Intérieur est un membre du gouvernement, je ne vous apprends rien. Voilà. Donc aujourd'hui, on sait très bien que c'est le ministre de l'Intérieur qui organise les élections. Quand le PDS était au pouvoir, cette disposition n'a pas été modifiée. Pourquoi aujourd'hui vous voulez mettre en avant que le ministre de l'Intérieur doit absolument... Attention, en 2012, il y avait quelqu'un qui a été nommé pour organiser les élections. Oui, M. Cherguet. Une personne neutre, M. Cherguet. Mais le dispositif électoral dans la Constitution, ça on ne peut pas me le reprocher, c'est le ministre de l'Intérieur qui organise les élections. Après, on peut modifier les textes si vous voulez, mais au moment où je vous parle, dans les textes, comme vous êtes féru de droit et vous aimez qu'on applique les textes, c'est le ministre de l'Intérieur qui organise les élections. Par contre, M. Abdoulaye Wade avait choisi quelqu'un de neutre, si vous voulez. Ce qui vous a permis d'accéder au pouvoir. Non, c'est pas ça, c'est le travail. Abdou Diouf également avait accédé à cette demande de l'opposition. Quelqu'un qui organise, une personne neutre ne peut pas permettre à un parti d'accéder au pouvoir. Il faut qu'on arrête d'aller dans des arguments qui ne tiennent pas. Pour accéder au pouvoir, c'est un travail de conquête, c'est un travail de terrain. Il faut aller à la rencontre des militants, expliquer un projet. Si Macky Sall est arrivé au pouvoir, c'est parce que il est allé à la conquête des Sénégalais, il est allé rencontrer des Sénégalais et vendre un programme. Pendant que certains étaient à Dakar, dans les salons UP, ou à faire des marches, comme ce qui se passe aujourd'hui. Donc la désignation d'une personne neutre n'est pas gage de succès aux élections présidentielles. Et là, je suis clair, je suis formel. Après, le ministre de l'Intérieur, c'est un membre du gouvernement qui est nommé par le président, et c'est une prérogative du président. Vous ne pouvez pas l'imposer à démettre son ministre de l'Intérieur qui fait un excellent travail. Même s'il faudrait, par exemple, même si c'est le prix à payer pour avoir, en tout cas, pour évacuer cette suspicion entre les deux camps. Non, mais l'opposition, de toute façon, il l'a dit tout à l'heure, ils sont dans les suspicions. C'est un jeu, je comprends tout à fait. Oui, mais il a donné des arguments, quand même assez solides. Je vais en revenir, parce que tout à l'heure, il parle de 3 fichiers. Mais je pense qu'il faut réactualiser. Vous avez parlé du fichier. L'existence des 3 fichiers, c'est M. Samuel Sarr qui a évoqué cette question. M. Samuel Sarr l'a évoqué, mais il en fait allusion. Il a parlé des paramilitaires, voilà, du fichier des Sénégalais, de l'extérieur, ainsi de suite. Ça, c'est pas moi qui Aujourd'hui, on a un seul fichier. Avant, effectivement, on pouvait parler d'un fichier des Sénégalais de l'extérieur, d'un fichier pour les paramilitaires et d'un fichier pour les nationaux. Mais aujourd'hui, il y a un seul fichier et ça, ce n'est pas un argument qui tient, qui peut tenir, ça c'est clair. Après, maintenant, on vous a toujours invité sur la table du dialogue, mais l'opposition a de facto refusé de discuter avec le pouvoir. Et c'est inscrit dans les invectives. Et ce qu'on a vu récemment à l'Assemblée nationale. Donc, moi, je vous demande de vous ressaisir et de ne pas embarquer les Sénégalais dans des combats qui ne les concernent pas. Le Sénégalais lambda, aujourd'hui, au moment d'aller voter, il est assez mature pour choisir son candidat. Et c'est le candidat de la réalisation. On voit tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, vous voulez embarquer les Sénégalais dans la rue? Moi, je dirais non. Ils ne sont pas dupes. Aujourd'hui, certains disent que la manifestation, c'est un grand succès, etc. On vous laisse le droit de le dire, mais je tiens à féliciter les autorités qui vous ont permis de marcher et qu'on va ériger cela en règle. Parce que le Sénégal est un pays qui a une longue tradition démocratique. Le Sénégal fait office de référence dans la sous-région, et je dirais même dans le monde. Aujourd'hui, nous avons un président qui incarne cette diplomatie. Le Sénégal est respecté. La signature du Sénégal compte aujourd'hui. Donc, il y a effectivement quelques personnes
qui se sont inscrites dans cette volonté de déstabiliser le pays. C'est pour ça qu'on met en face des arguments fallacieux et je dirais que on ne peut pas l'accepter d'une manière générale, même si le on je ne vous coupe pas, hein, mais il a dit quelque chose de très important tout à l'heure, c'est que l'opposition qu'on a en face aujourd'hui n'est plus la même de celle de 88. Peut-être que si ces gens-là aujourd'hui exigent ou posent sur la table certaines conditions, c'est qu'ils savent de quoi ils parlent. Ben, nous aussi, nous savons de quoi nous parlons. Parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, le ministre de l'Intérieur ne peut pas invoquer des griefs s'il n'a pas un support légal qui lui permet d'agir. Il l'a dit tout à l'heure, dura lex, sed lex. La loi est dure, mais il faut l'appliquer. Mais pourquoi vous voulez nous l'imposer et vous, on vous laisse faire ce que vous voulez? Le Sénégal est un État organisé. Le Sénégal, c'est un territoire, une puissance publique et une population. Par conséquent, on ne peut pas laisser certaines pratiques prospérer. Et je l'ai dit en préambule, le jeu de l'opposition, c'est aujourd'hui déstabiliser le pays. On l'a vu avec certaines ONG, ainsi de suite. Il se passe beaucoup de choses. Et le ministre de l'Intérieur fait un excellent travail. Et au moment où le Conseil constitutionnel va déclarer les candidats, à ce moment, le fichier sera disponible. Et je suis tout à fait en phase avec lui parce qu'on ne fait que respecter le droit. Ces ONG que vous évoquiez tout à l'heure étaient de votre côté en 2012. Ces ONG étaient ou bien en tout cas ces organisations de la société civile. Enfin, je vais relativiser. C'est l'histoire, ça. Parce que en 2012, c'était autre chose. C'était quoi? Parce que, pour ne pas citer certaines ONG qui n'avaient même pas le droit d'agrément, enfin, qui n'avaient pas l'agrément tout simplement, aujourd'hui, vous savez qu'au Sénégal, il y a plus de 160 ONG qui n'ont pas d'agrément. Et je pense que c'est tout à fait normal qu'on puisse contrôler le fonctionnement de ces ONG. Mais c'est ce qu'on demande partout, de la transparence, que l'État soit bien géré, que le pays soit bien géré. Et dès qu'on commence à mettre le doigt sur des points qui ne vous arrangent pas, on crie au scandale, on crie à des lois liberticides, mais ça ne peut pas prospérer. Tout simplement. Alors, M. Sène, est-ce que vous n'êtes pas en train de perdre du temps dans cette bataille autour du fichier électoral, autour du ministre de l'Intérieur qui ne doit pas organiser les élections? N'êtes-vous pas en train de perdre du temps? Est-ce que vous avez... Le temps ne vous attend pas, on est à 2 mois des élections. Mais justement, c'est pour ça que nous avons décidé de changer d'option. C'est-à-dire, c'est dommage qu'on en arrive là pour avoir l'application d'un droit. Je veux seulement rectifier qu'il ne s'agit pas de 3 fichiers quand je parle du fichier général. C'est un seul fichier, j'en conviens avec vous. Mais quand on parle de fichier général, il y a le fichier des Sénégalais résidant sur le territoire national et le fichier des Sénégalais de l'extérieur. Donc, c'est 2 sous-fichiers. C'est ça que j'ai appelé fichier général. Donc, quand vous dites que nous appliquons, nous avons une diplomatie reluisante et tout ça. Je vous rappelle seulement qu'actuellement, le Sénégal est sur le banc des accusés sur le plan international, au niveau de l'ONU, au niveau de la CEDEAO. Tout le temps, c'est des condamnations des positions du Sénégal sur des questions de droit. Et ça, pour la première fois de l'histoire, le Sénégal se trouve au sein des Nations Unies, sur le banc des accusés, au sein du Conseil des droits de l'homme, auquel il a aspiré à être membre. Et il y a une disposition qui doit le mettre mal à l'aise, l'État du Sénégal, par rapport à ce Conseil des droits de l'homme du Sénégal. Maintenant, l'organisation de l'élection par le ministère de l'Intérieur. Vous savez, s'il y avait un climat de confiance, l'opposition ne verrait pas de mauvais œil que le ministre de l'Intérieur organisa les élections. Mais quand un ministre vous dit « Moi, mon travail, c'est de faire gagner mon candidat. Je ferai en sorte que tous ceux qui veulent voter pour mon candidat le fassent, qu'ils s'inscrivent et qu'on les aide même pour aller voter. Au moment où tous ceux dont ils ne sont pas sûrs qu'ils voteront pour eux voient leur carte retenue, notamment les primo-inscrits, ou délivrée avec une mention ne peut pas voter. Ça, c'est assez suffisant pour jeter un climat de suspicion sur la personne qui est censée organiser les élections, parce qu'il a affirmé de manière publique, non de manière privée,
il peut avoir une sensibilité politique, il peut avoir une appartenance politique, Oui, mais il doit avoir de la hauteur. C'est un responsable politique après Oui, tout. mais il doit avoir de la hauteur pour être un arbitre. Si l'arbitre dit, moi, voici mon équipe, je travaille pour mon équipe, je travaille pour faire gagner mon équipe, mais on ne fait pas confiance en cet arbitre. Et ça n'a jamais posé problème depuis les années 80, 93. Abdou Diouf avait nommé une personnalité neutre. Abdoulaye Wade, sur la requête du président Macky Sall et de l'opposition d'alors, avait nommé une personnalité chargée de l'organisation des élections, parce que c'est le président Macky Sall qui était le plus farouche pourfendeur du ministre de l'Intérieur d'alors, qui est son ami de maintenant, Ousmane Ngom. Alors, ils avaient dit, en 2012, il n'y a pas un siècle, qu'il n'était pas question que Ousmane Ngom organise en tant que ministre de l'Intérieur les élections. Et on a donné suite à cette requête pour décrisper le climat politique. Mais eux, pourquoi ils ne peuvent pas avoir la même grandeur? Et on me dit, il est impossible de voler des élections maintenant. Mais ce n'est pas vrai. Les élections législatives ont été volées. Dakar, c'était 13 000 ordres de mission fictifs. On a proclamé 2 résultats à Dakar, la nuit, avant de les changer. Au début, on dit c'est Taxawu Sénégal qui gagne, après on dit c'est l'APR qui gagne. À Touba, mais on a saboté le processus électoral parce qu'ils sont faibles là-bas. Ça aussi, c'est une forme de fraude. Et maintenant, la fraude, elle est préélectorale, monsieur. Elle est préélectorale. Parce que le fait de retenir les cartes d'électeurs de personnes qui en ont droit, c'est une fraude. On n'a pas le droit d'empêcher à un citoyen de voter. On n'a pas le droit d'empêcher à un citoyen de disposer de sa carte d'identité. Parce que ça ne sert pas qu'à voter la carte d'identité. Et eux le font. Et c'est établi. Donc, c'est très faux de dire qu'on ne peut pas voler des élections de nos jours, ce n'est pas vrai. Et pour information, je ne sais pas si vous savez, M. Kanté, on a déplacé 40 bureaux de vote à Touba. Êtes-vous au courant? 40 bureaux de vote ont été déplacés à Touba. Et on dit que certains devront se réinscrire. Et c'est le préfet qui a convoqué les membres de l'opposition pour leur en informer. Ça, c'est quoi? C'est une tentative de fraude, c'est clair. Nous sommes sur le dossier, nous y travaillons, mais l'opinion en sera informée bientôt. Donc, c'est autant de choses qui radicalisent l'opposition, parce que c'est une question de confiance. Quelqu'un qui déplace 40 bureaux de vote dans un centre où ils n'ont jamais gagné, dans un fief où ils n'ont jamais gagné. Mais ça ne rassure pas les gens. D'autant plus qu'ils ont retenu une centaine de milliers de cartes à Touba. 87 000 cartes non distribuées. Et 20 000 électeurs qui n'avaient pas voté pendant les législatives. Ça fait 107 000 cartes au total. Non content de ça, ils déplacent 40 bureaux de vote. Ce n'est pas une fraude préélectorale, ça? Voilà, justement. Alors, M. Kanté, c'est tous ces éléments qui font dire à certains observateurs que véritablement, est-ce que au Sénégal, on veut aller à une élection dans 2 mois? Bon, je vais reprendre M. Sène Clédor par rapport au Conseil des droits de l'homme. Donc, voilà, c'est le Comité des droits de l'homme. Comité des droits de l'homme. Conseil des droits de l'homme. Merci. C'est une précision de taille. Parce que vous faites une petite confusion et c'est important. C'est un lapsus. Donc, le Comité des droits de l'homme, vous savez comment ça se passe, c'est bien un comité. C'est une assemblée. Voilà, c'est le Comité des droits de l'homme. Assemblée. Qui n'a rien à voir avec le Conseil des droits de l'homme. Et dans cette affaire-là, comme vous parlez de droit, vous savez ce que c'est que l'autorité de la chose jugée. Quand on statue en premier et dernier ressort, il n'y a pas possibilité, voilà, de recourir à des organismes extérieurs pour faire peser leur sentence ou leur décision sur la justice sénégalaise qui est indépendante. Donc c'est une précision de taille que je voulais amener là-dessus pour vous dire que pour cette affaire-là, les choses sont claires. Donc après, je vous rejoins tout à fait quand vous dites que l'opposition perd du temps. Moi, je vous invite à aller vraiment rencontrer les électeurs, aller vers la voie du parrainage et ne pas inviter les Sénégalais dans la rue parce que ce n'est pas responsable. Ça, c'est mon point de vue. Donc là, pour les cartes, je dirais que les chiffres que vous avez énoncés sont fallacieux, je suis désolé. Quels sont les bons? Je vais vous donner les chiffres. Parce que là, au niveau des cartes, au total, nous avons 6 050 000 cartes. 5 852 000 cartes ont été distribuées
Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, il reste 197 000 cartes et qui sont dans les bureaux de distribution. Donc les chiffres que vous avez, moi, ça m'étonne un petit peu. Donc quand vous dites qu'on peut voler des élections au Sénégal, peut-être que vous avez la recette, mais moi, je ne l'ai pas. Je ne sais pas comment on peut voler. J'ai donné des exemples. Non, non, non. Moi, je vous ai écouté, je poursuis. Donc, si vous dites qu'on peut voler des élections au Sénégal, moi, je n'ai pas du tout la recette. Oui, il a cité des cas, il a cité des cas concrets, hein, notamment des bureaux. Mais ces cas-là, moi, non. Moi, je n'ai pas ces informations. Parce qu'on peut aussi, voilà, commanditer des informations sur mesure et les distiller. Est-ce que vous avez la preuve? Si vous avez la preuve, sortez-les. Et puis, c'est clair, parce que vous ne pouvez pas venir là en croisant les bras et dire j'ai ceci, j'ai cela. Si vous avez les preuves, les médias sont là, à votre disposition, il faut les sortir. À ce moment-là, on pourra discuter. Moi, je ne peux pas épiloguer sur des choses dont je n'ai pas connaissance et dont je n'ai pas les éléments. Donc, voler les élections, moi, je n'ai pas encore la recette. Peut-être que vous, à votre niveau, vous l'avez, mais vous allez peut-être nous expliquer comment faire. À Touba, effectivement, ce qui s'est passé lors des élections législatives, voilà, ne peut pas être bien vu par les Sénégalais, parce que quand on parle d'élection, c'est la discipline, la transparence, et c'est ce qu'on voit un petit peu partout. Et je sais que les Sénégalais ont un degré de maturité pour aller à des élections transparentes. Ça, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, c'est l'opposition qui essaie de remuer, tout simplement, pour inviter les Sénégalais à un combat qui n'est pas le leur. Et ça, je suis formel. Au Sénégal, nous avons beaucoup de richesses et je dis que le Sénégal aujourd'hui est à la croisée des chemins. Nous devons avoir un comportement responsable, un comportement patriotique et ne pas inviter les Sénégalais dans la rue. C'est un débat d'idées et c'est ça la politique, c'est pas des invectives. C'est un débat d'idées. Justement, nous allons progresser donc pour aborder le second thème de notre débat. Il s'agit donc de la modification de l'article L27 qui consacre donc le code des télécommunications. Alors, je commence par vous, M. Clédor Sène. Alors, pourquoi aujourd'hui l'opposition suspecte une sorte de manœuvre visant donc à réduire l'accès à l'Internet aux Sénégalais? Oui, mais permettez-moi quand même de faire quelques petites rectifications sur ce qu'il dit de l'autorité de la chose jugée. Parce que vous savez, dans les juridictions internationales s'applique la supranationalité, c'est-à-dire quand la Cour de justice de la CEDEAO prend une décision, elle nous est applicable parce qu'on abandonne une souveraineté, on a ratifié des conventions. Donc l'autorité de la chose jugée ne prévaut pas dans les traités internationaux. Donc c'est pourquoi quand un arrêté a été émis dans l'affaire Khalifa Sall, vous avez choisi d'en appliquer une partie au moins pour faire bonne mesure, c'est-à-dire la condamnation pécuniaire, 35 millions. Donc ça remet en cause l'autorité de la chose jugée. Donc ça, c'était la première précision. La deuxième précision, vous dites dans vos notes, vous avez sorti que le fichier contient 6 50 000 inscrits. Je vous renseigne. Je parle de cartes. De cartes d'électeurs, mais c'est ça qui constitue le fichier. Le fichier est stabilisé à 6 682 075 électeurs à ce jour. Et ça, c'est des chiffres donnés par votre ministre de l'Intérieur. Et par un arrêté qu'il l'a fait, un arrêté ministériel. Donc 6 682 075 électeurs. Donc pour l'article 27. Avant d'aborder l'article 27, quand même, je vais apporter une précision de taille. Parce que, rapidement alors. Oui, très rapidement. Donc je connais la hiérarchie des normes, ce que ça veut dire. Hein? Quand on ratifie des traités, voilà, nous devons de l'appliquer. Mais je dis bien que le comité n'a pas une valeur contraignante. Vous parlez d'autorité de la jugée qui était immuable. Ce n'est pas une juridiction, il faut qu'on soit clair, c'est un comité. Et voilà, les décisions ou les arguments, comme vous voulez, de ce comité n'ont pas de valeur contraignante. On ne va pas continuer sur ce débat-là. Voilà, merci. La Cour de justice de la CEDEAO est une juridiction. Et les chiffres, c'est que la Cour de justice de la CEDEAO est une juridiction. Venons à l'article Les chiffres que je viens de donner tout à l'heure, ce sont les chiffres qu'a donné hier le ministre de l'Intérieur. Voilà, donc M. Clédor, nous n'avons pas les mêmes chiffres. M. Clédor, vous pouvez continuer sur l'article L27. Donc, tout ça conforte les gens dans leur suspicion par rapport au régime et au processus électoral.
Parce qu'à 2 mois des élections, on veut exercer un contrôle sur les réseaux sociaux et l'accès à Internet. Et c'est attentatoire aux libertés individuelles. Parce qu'on n'a jamais connu autant de restrictions de nos libertés au Sénégal que sous ce régime. Et c'est un régime qui a des problèmes avec la loi même, parce que c'est la Constitution qui autorise la liberté d'expression. Et l'expression numérique en fait partie. Je crois que c'est rétrograde de vouloir contrôler les réseaux sociaux. L'Iran l'a essayé à échouer, la Chine l'a essayé à échouer. Beaucoup de pays qui l'ont essayé n'y sont pas parvenus. Parce qu'il y a des voies de contournement, ce n'est pas possible. Techniquement, il y a les VPN, mais il y a d'autres dispositions que les partis sont en train de prendre pour se donner les moyens de poursuivre leur communication le jour J. Donc, ils font tout pour brouiller. Quel problème ils ont avec Facebook, avec WhatsApp, avec les réseaux sociaux? On m'atteint jusqu'à ma liberté de pouvoir communiquer avec un ami qui est à l'extérieur via WhatsApp ou d'échanger avec mes amis via Facebook. Ça, c'est une atteinte directe aux libertés individuelles si on apporte des restrictions dans ce champ d'expression. Et c'est une révolution, le numérique. Ça ne gêne pas que les politiques, mais on apprend beaucoup du digital. On fait beaucoup de recherches, de documentation du digital. C'est un outil très utile et indispensable. Aucune restriction n'est acceptable dans ce champ d'expression. Alors, M. Kanté, une restriction, la modification de l'article L27 du Code de télécommunications, une sorte de restriction des libertés. Alors, je vais reprendre encore une fois de plus mon ami Clédor Sène, parce que je pense que quand on promulgue une loi avec un principe, il faut des mesures d'accompagnement. Donc l'article 27, vous dites que c'est liberticide, ça porte atteinte, etc. Vous dites que sur Facebook, WhatsApp, etc., il n'y a pas de problème. Je vous dirai tout à l'heure les problèmes. Parce que le code en vigueur est applicable depuis 2011. Et depuis 2011, vous savez qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Les réseaux sociaux ont pris le dessus et il faut l'organiser. Et vous craignez ces réseaux sociaux-là? Non, non, je ne crains pas, je vais en venir. Donc, mais vous faites un problème d'interprétation. Parce que l'article 25 de cette même loi prévoit l'accès à Internet. Donc, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de loi liberticide. Il n'y a pas de limitation. Attendez, je vais poursuivre. L'accès à Internet est autorisé. Par contre, l'article 27 parle des mesures d'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas accepter que des personnes tapis dans l'ombre, derrière leur clavier, se permettent d'insulter les autorités religieuses, les autorités coutumières et les autorités tout court. Il va falloir réglementer. On ne peut pas le permettre. Quelle est la valeur, quelle est l'éducation qu'on peut donner à nos enfants si toutes les libertés sont possibles? Dans tous les pays du monde, il y a une forme de réglementation. Avec l'adresse IP maintenant, on peut savoir qui est derrière et qui a posté des commentaires qui portent atteinte à la dignité de la personne. C'est tout ce que l'État veut faire, organiser ce service. Et vous voyez bien, avant il y avait des licences, mais maintenant c'est une autorisation. Ça permet aux fournisseurs d'accès Internet d'avoir plus de souplesse et de permettre à ce secteur d'être concurrentiel. Donc là, parler de loi liberticide, vous êtes fort en besogne parce qu'à chaque fois qu'il y a des évolutions, vous dites que c'est liberticide. Le président Macky Sall est un dictateur, je l'entends, alors que là, c'est une évolution naturelle des choses. Donc il y a l'article 25 qui pose le principe et l'article 27, ce sont les mesures d'accompagnement. Donc c'est tout à fait normal. J'ai même entendu que bon, le directeur de la RTS est un militant de la paix, mais il faut être sérieux. On montre beaucoup le président, mais le président, c'est une institution avant tout. Quand il fait des réalisations pour les Sénégalais, nous devons montrer ces réalisations. Et puis il y a le principe de la diversité culturelle. Il faut montrer l'opposition également. On montre l'opposition, bien sûr, mais on ne va pas montrer l'opposition qui est le spécialiste des joutes verbales et des combats et transformer l'Assemblée nationale en arène nationale. Ça, on ne peut pas. Moi, quand je vois ces images-là, je suis outré parce qu'on ne respecte pas le Sénégal. Il faut un élan patriotique aujourd'hui et c'est ça qu'on demande. Donc là, il n'y a pas de loi liberticide, il n'y a pas de volonté
de supprimer les réseaux sociaux ou de les bloquer. On veut tout simplement organiser le secteur qui a connu une évolution exponentielle et c'est tout l'intérêt de la loi 28/2018 portant code des télécommunications numériques. Que répondez-vous, M. Clédor Sène, quand il parle d'une volonté d'encadrer quand même ces histoires sur les réseaux sociaux? Mais M. Kanté, si la volonté est d'identifier pour les traquer ceux qui dérapent dans les réseaux sociaux en injuriant, en ayant un comportement répréhensible, vous avez évoqué l'adresse IP, Internet Protocol pour ceux qui suivent. Mais l'adresse IP a toujours existé. Donc c'est un moyen qui permet à nos services de cybercriminalité d'identifier tous les contrevenants. C'est un outil dont dispose la police et la gendarmerie depuis bien longtemps et qui leur ont permis de faire beaucoup de résultats. L'exemple de ceux qui ont été massacrés, les coupeurs de bois, là, les 13 personnes, c'était à cause de ça. Donc cet outil a toujours existé. Pourquoi maintenant ce besoin de restreindre l'accès aux réseaux sociaux à quelques encablures des élections? C'est ça le problème. Parce que si c'est pour vérifier, pour réglementer, pour sécuriser, mais ils ont entre autres outils, il n'y a pas que l'adresse IP d'ailleurs, ils ont des outils pour cerner les contrevenants et les malfaisants. Donc c'est un prétexte qui ne tient pas la route. Je ne vais pas utiliser des gros mots comme fallacieux comme lui, mais qui ne résiste pas à l'analyse. Donc il y a une volonté de restreindre l'accès à Internet, de ralentir la bande passante, le flux, pour que les gens ne puissent pas en profiter. Certains même ont évoqué, par exemple, le cas de la libération de M. Karim Wade. Un député l'a dit à l'Assemblée nationale, a dit que l'on a vu avec l'expérience que le jour de la libération de Karim Wade, en pleine nuit, l'Internet était inaccessible et que véritablement c'est ce que veut le pouvoir le 24 février pour que les Sénégalais ne puissent pas suivre ce qui se passe en temps réel. Non, tout ça, ce sont des arguments pour brouiller un petit peu l'esprit des Sénégalais. Et je veux revenir à l'article 27 qui est clair. L'autorité de régulation peut autoriser ou imposer toute mesure de gestion du trafic qu'elle juge utile. Peut. On ne dit pas que l'autorité de régulation autorise, parce que le présent de l'indicatif en droit vaut impératif. Mais là, on dit peut, c'est une faculté. Donc il n'y a pas de caractère obligatoire. Donc c'est important de faire cette précision, parce que là, vous êtes en train de vous engouffrer dans une brèche pour continuer à distiller de mauvais propos dans l'opinion. Et on ne peut pas l'accepter. L'article 27 est clair. L'article 27 pose la faculté, la possibilité de recourir éventuellement à cette possibilité, j'allais dire, à cette éventualité, donc qui est de réglementer le secteur, parce que ce n'est pas une obligation. Donc quand vous dites que on veut bloquer, etc., là vous affirmez avec force, alors que l'article 27 ne dit pas ça. Donc c'est une précision de taille. Après maintenant, ce qui s'est passé lors de la libération de Karim Wade, moi, j'avais pas d'internet brouillé ou quoi que ce soit, donc je ne peux pas vous répondre sur des questions que je ne maîtrise pas. C'est un député qui l'a dit à l'Assemblée nationale. Le député, ça l'engage, mais moi je ne peux pas répondre à la place du député. Moi je sais que j'avais pas de problème d'internet à ce moment-là, donc je ne peux pas aller... Et qu'il n'y aura pas de problème de connexion aussi le 24 février. Il n'y aura pas de problème de connexion. Là je suis formel. Aujourd'hui on réglemente le secteur et puis pour permettre aussi d'accompagner, d'éduquer nos enfants. Moi je vais plus loin. Je vais même proposer un programme de sensibilisation des jeunes. Aller dans les écoles, permettre aux jeunes de comprendre les dérives d'Internet. Parce qu'Internet, c'est une toile fabuleuse, on peut apprendre beaucoup de choses, mais il peut y avoir des dérives. Et vous avez vu récemment ce qui s'est passé au Sénégal. Donc on utilise Internet à des fins qui ne sont pas destinées aux bonnes mœurs, etc. Et c'est ça qu'on veut réglementer. Et dans un État, il faut qu'on puisse poser le cadre. Et cette loi est là pour poser le cadre. Oui, M. Clédor. Oui, vous avez évoqué quelques dispositions de l'article 27. Quand on dit l'autorité peut, c'est vrai que il y a une discrétion qui est réservée à l'autorité d'agir ou de ne pas agir. Mais le seul fait de lui donner la faculté peut autoriser ou imposer, on a utilisé le mot imposer, le fait qu'on lui donne la possibilité d'imposer
à nous, internautes, mais ça, c'est une brèche. Quand on dit l'autorité peut imposer, parce qu'il a sauté le mot imposer, il a donné le premier mot, mais c'est ça notre problème, nous. Et ils ne vont pas s'en priver. Et ça, ça saute aux yeux. Leurs intentions sont claires. En tout cas, nous les avons décryptées. Vous les avez décryptés. Voilà, nous allons terminer donc ce débat avec ce qui s'est passé l'autre jour à l'Assemblée nationale. Monsieur Kanté, est-ce que cela honore véritablement cette représentation? Les élus du peuple qui se comportent quand même comme des enfants ou bien comme à la borne Fontaine, ça vole un peu très bas. Ça vole très bas et je suis tout à fait en phase avec vous. Parce que ce n'est pas ce qu'on attend des députés. Donc un député est là pour légiférer, pour faire un travail législatif, exercer un contrôle sur l'activité gouvernementale, c'est ça qu'on attend. Et être exemplaire au niveau du comportement. Voilà, promulguer voilà, la paix, permettre aux Sénégalais qui les regardent aussi d'avoir des références, c'est ça qu'on attend des députés. Parce que quand ils sont désignés par le peuple, c'est pour les représenter dignement. On a l'impression que la majorité parlementaire cherche coûte le bras de fer à chaque fois qu'ils se rassemblent à l'Assemblée nationale contre l'opposition. Non, la majorité parlementaire, vous l'avez bien dit, est majoritaire parce que les lois peuvent passer. C'est l'opposition qui veut imposer le bras de fer et nous ne rentrons pas dans ce cadre-là parce que l'opposition veut orienter le débat vers les invectives, c'est ce que j'ai dit. À l'Assemblée, ils vont se crêper les chignons. Dans la rue, ils vont essayer d'orienter la population vers voilà, des troubles, alors que ce n'est pas leur combat. Moi, je préfère un débat d'idées. Je préfère la force des idées que la force tout court, parce que là, ça ne mène à rien. L'opposition est en train de perdre du temps, parce que la majorité ne va pas bouger d'un iota, et ça c'est clair. On va respecter le cadre législatif qui est prévu pour faire passer des lois, des projets de loi, tout simplement. Moi, je vous demande de revenir à la raison et puis de savoir que, bon, un député, on attend un comportement exemplaire et je demanderais même de proposer une chaîne parlementaire pour que partout dans le monde, qu'on puisse suivre ce travail des députés qui est un travail valorisant. Votre mot sur ce que vous avez vu l'autre jour à l'Assemblée nationale? Oui, oui. Cette fois, je me joins à M. Kanté pour déplorer avec lui certains écarts de comportement et même de langage au sein de l'hémicycle qui est censé représenter, où les députés sont censés être les représentants du peuple. Ce n'est pas à notre honneur ni à leur honneur à eux. Donc, c'est vrai que la force des idées est préférable à la force tout court. Parce que le débat devra être un débat d'idées axé autour de lois, de propositions, d'amendements, de contre-propositions, etc. C'est ça la vigueur d'une Assemblée nationale. Mais si ça tourne au colibé, aux invectives et même aux bagarres, je crois que personne ne veut de cette réalité-là au sein d'une institution aussi prestigieuse que l'Assemblée nationale. Merci. Merci donc. C'est tout donc pour ce numéro de duel. Merci à mes invités. Je rappelle que nous avions le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Amadou Clédor Sène. Il est le leader du mouvement Claire Vision. Il est donc membre du Front National de Résistance, donc de l'opposition. Merci donc M. Sène. Merci donc à M. Bouna Kanté, qui est membre donc de la PR, membre du réseau de la diaspora républicaine et du PREP. C'est Pardon, Réconciliation, Émergence et Travail. Merci à l'équipe technique, Cheikh Tidiane Ndiaye, Issa Diagne. Merci à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec les programmes de Walf TV. Merci bien.